bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous regardez 8 Mont Blanc, nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et c'est l'heure d'Accès Direct. Au sommaire ce soir, nous parlerons photojournalisme suisse avec Patrick Valélian, rédacteur en chef de 7.info. Instant gourmand ce soir avec Émira et Émir Sijari qui nous présentent leurs macarons et Vincent Poirier de BD Fut Café à Annecy nous présentera 4 BD de son choix. Mais avant toutes ces réjouissances, ce sont les titres du JT présentés par Fanette de Buisson. Salut Clémence. Salut Fanette. Alors, on prend des nouvelles dans le journal de Alpine Aluminium. Voilà, alors ce coup-ci, c'est vraiment la dernière ligne droite. Il y a eu pas mal de reports, etc. Mais là, il y a eu la dernière audience. Le délibéré aura lieu le 26 novembre. L'idée, c'est de savoir qui reprendra l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'aluminium, dans la transformation d'aluminium dans le bassin annécien. Le problème, c'est que l'administrateur défend un repreneur qui n'est pas celui des salariés et de la direction. Donc, on va faire le point aujourd'hui avec Victoria Lopez. Et puis, le deuxième épisode de notre série de la semaine. Notre série de la semaine qui nous emmène à la rencontre des libraires, un beau métier. Donc là, Jean-Paul Crespi a été rencontré, le gérant de la librairie de l'Olivier, qui est installé à Genève et donc qui est spécialisé dans la littérature arabe et méditerranéenne. Voilà, et une vraie vocation. Bah, tout à l'heure dans le JT à 18h30. À tout à l'heure. Alors, ce mercredi 20 novembre, c'est la journée mondiale des enfants. L'association Grandir et Créer organise son premier challenge EduLab à Coponnet. Le samedi 30 novembre, à destination des enfants de 9 à 14 ans. Caroline Imperato, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Quel est le but de cette journée EduLab ? Alors, l'objectif de cette journée, c'est vraiment de faire émerger des projets éco-citoyens par les enfants. Et en fait, on va rassembler professionnels de l'éducation et des professionnels d'entreprise qui vont soutenir et aider les enfants à créer des projets éco-citoyens. Pendant cette journée, ça va vraiment être une émergence de la créativité et de l'innovation sur l'éco-citoyenneté. Justement, quelle sorte d'activité avez-vous prévue ? Alors, cette journée sera vraiment ludique. On va avoir de l'expérimentation, de l'innovation. On va en fait proposer une méthodologie de pédagogie active qui s'appelle les bâtisseurs de possibles, qui permet en fait de faire émerger des idées concrètes sur des problématiques que chacun peut avoir au fond de soi et souhaite créer un projet éco-citoyen. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler, je pense que l'idée c'est vraiment de venir parce que cette méthodologie est très innovante et elle permet vraiment de faire sortir des idées, de se mettre d'accord. C'est tiré sur du design thinking et de l'intelligence collective et elle permet de mélanger enfants, adultes ensemble pour pouvoir créer des projets éco-citoyens. Ensuite, des groupes seront formés selon leurs aspirations, les thèmes qu'ils souhaiteront envisager sur ces projets éco-citoyens. Et notre idée, c'est vraiment de porter la parole des enfants, d'aider les enfants qui ont des idées, qui souhaitent une énergie à porter un projet éco-citoyen, qu'ils l'expriment et on va les aider à mettre en place ce projet avec ces adultes qui seront touchés ou sensibilisés par les thèmes qu'ils auront choisis. Et nous serons aussi accompagnés, si je peux me permettre de rajouter, par des experts. Nous avons notamment l'association Water Family du Flocon à la Vague qui sera là sur le thème de l'eau pour apporter son expertise. On aura également un ébéniste qui va arriver pour apporter son expertise et d'autres intervenants qui pourront aider justement à faire en sorte que ces projets deviennent concrets. Et on fera en sorte que ça puisse être développé sur l'année 2020 et on suivra tout ce développement pour pouvoir créer en fin d'année prochaine un festival EduLab pour montrer et mettre en lumière ces beaux projets éco-citoyens portés par des enfants. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le tarif ? Alors, le tarif, c'est gratuit pour les enfants. Nous proposons simplement un tarif à 10 € l'entrée pour les adultes, tout simplement pour payer la salle que nous réservons pour cette occasion. Ça va se passer à la ferme de Chauzal, donc un endroit que nous trouvons assez fabuleux, près de la nature, à Coponnet. Et donc, voilà, c'est simplement ce tarif-là. Après, l'objectif, c'est vraiment de susciter un maximum de soutien. Donc, si vous avez envie, vous souhaitez agir et devenir acteur du changement, c'est vraiment un projet pour vous. Nous vous en donnons les moyens à travers cette belle journée. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Imperato, pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Merci. Patrick Valélian est mon premier invité ce soir. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer sur notre beau canapé bleu. Oula, merci. Vous êtes le rédacteur en chef de 7info et pour ce numéro 28, vous avez mis l'accent sur le photojournalisme suisse. Quelle définition peut-on donner aujourd'hui, selon vous, au photojournalisme ? Photojournalisme, en fait, c'est le reportage photo, c'est le fait de raconter une histoire avec des images.
c'est de donner l'espace, les dimensions qu'il faut justement à un récit photographique qui peut aller d'un récit autour de, je sais pas, ça peut être le récit d'une grève. On a publié des choses sur le site internet sur les ZAD, par exemple, dans le sud de la France. On a des différents formats. Et donc la narration, pour nous, c'est à la fois l'écriture, bien sûr, c'est important, la littérature du réel, comment on le travaille, le dessin, mais aussi la photographie. Donc ça englobe tout ça, quoi. L'image en général, mais liée à un reportage, à un récit, quoi. On raconte des histoires. Alors dans ce numéro que vous avez apporté d'ailleurs avec vous ce soir, on retrouve 5 grandes thématiques, je les cite, 1911-1991, quelques visages de femmes, hôpital abandonné, de l'agitation à la vision, le Gothard, une fabrique à l'image et dans la tanière du crocodile. Alors on va tenter un petit peu de disséquer cette édition avec vous. Première thématique, 1911-1991, quelques visages de femmes. Qu'est-ce que l'on y découvre ? On y découvre en fait un travail un peu à la Cartier-Bresson d'un photographe fribourgeois, Jacques Thévaux. Alors fribourgeois pour... Fribourgeois qui vient du canton de Fribourg, qui vient de la ville de Fribourg, qui est un personnage vraiment extraordinaire parce qu'il est un petit peu un des grands photographes de rue suisses, un petit peu oublié parce que fribourgeois justement, parce qu'on a un canton un peu à la marge de la Suisse romande, entre la Suisse allemande et la Suisse romande, un canton bilingue aussi. Et donc Jacques était un petit peu oublié un certain temps. Et il a disparu en 83, il s'est suicidé en 83, la vie était un peu difficile pour lui. Mais pendant toute sa vie de photographe, il a pris des photos de rue. Et là, c'est notre hommage aux fribourgeoises, donc aux femmes de cette région. Moi, je viens de cette région-là, donc c'est en fait un hommage à ma femme, ça vous parle ? À ma mère, à ma grand-mère, à toutes les femmes que je connais. Oui, ça me parle beaucoup, effectivement. Et pour nous, c'est un clin d'œil aussi à ce travail qui est vraiment très intéressant. Comme Cartier-Bresson, il a pris son temps pour photographier les humeurs avec beaucoup d'humour aussi ses contemporains, des années 40 aux années 80. Et voilà, donc c'est vraiment là une forme d'hommage. En plus, c'est un hommage aux femmes, quoi, tout simplement, parce qu'elles sont prises un peu... Elles sont belles déjà pour commencer, puis prises au dépourvu encore plus. Donc, il y a vraiment toute une série aussi de sujets. Et quand on voit la cover aussi de ces deux femmes qui vous regardent, qui vous fusillent du regard, parce qu'elles fusillent en fait le photographe, mais en même temps, ça dit tellement. Moi, je vois ma grand-mère, par exemple, sur cette cover. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on l'avait choisie, d'ailleurs, en parenthèse. Mais cette photo est vraiment plein d'humour aussi, en fin de compte. Alors, deuxième thématique, l'hôpital abandonné. Là, pareil, on y découvre quoi ? Alors là, en l'occurrence, c'est un hôpital qui s'appelle l'hôpital des Bourgeois à Fribourg, de nouveau, qui est la capitale du canton de Fribourg. Cet hôpital était abandonné pendant 2-3 ans. On ne savait pas trop quoi en faire, en réalité. C'était les années 70. Donc, un nouvel hôpital avait été construit, moderne, en formica, bravo, super, génial. Et ce vieil hôpital, on ne savait pas quoi en faire. Donc là, le photographe est allé faire un reportage un peu à la Shining, si vous voulez retrouver un peu dans l'ambiance du film. C'est vrai qu'on est absolument dans cette ambiance-là. Ça fait un petit peu peur, à vrai dire. On le voit un peu dans les photos d'ailleurs, qui sont juste derrière moi. Et ces photos sont assez géniales parce que ça parle aussi de cette période où on se cherche, où on développe une espèce de modernité qu'on peut voir dans l'idée d'avoir aussi des barres d'immeubles. Et on voit dans les montagnes aussi qu'on a construit des stations à cette période qui ne sont pas forcément les plus sympathiques. Et là, en l'occurrence, ce bâtiment est devenu, après coup, un centre culturel, un centre aussi administratif, et a repris vie après sa période hospitalière. Et cet hôpital des Bourgeois est un lieu très connu pour les Fribourgeois, justement. Alors, il y a aussi dans la tanière du crocodile. Alors ça, c'est un sujet qui nous fait particulièrement plaisir parce que c'est un sujet primé. En Suisse alémanique, on est partenaire, on a créé un prix de photo avec SET pour la relève, pour les jeunes photographes de Suisse. Et donc, on a créé un lien avec un prix alémanique. Donc, de l'autre côté du pays, on parle l'allemand, donc cette espèce de langue un peu bizarroïde qui est le Schweizerdeutsch, quoi, le suisse allemand. C'est difficile à dire. Hein. C'est pas facile à dire, surtout pour nous, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on a l'image, là, en l'occurrence, dépasse les problèmes de langue, dépasse ce qu'on appelle le Rostigraben chez nous, et aussi nous permet de créer des ponts et des passerelles, et c'est aussi ça l'intérêt aussi de notre métier, et aussi de la photographie. Et là, en l'occurrence, on a choisi un projet de photojournalisme d'un jeune Bernois qui est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, passer des semaines et des semaines avec un clan, une tribu, et a pu assister à leur rite aussi de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est très rare. Et ce travail a été primé dans ce prix, on l'a publié, parce qu'on l'a aussi primé de notre côté dans notre prix. Justement, alors on vous laissera découvrir les deux autres grandes thématiques. Comment avez-vous fait pour choisir les photographes ?
Alors, ce magazine-là, on en publie 4 par année, hein, avec 7 qui est à la fois un site internet, 7.info et 7MOOC. Et on a pris la décision qu'un numéro par année, le dernier numéro de l'année, serait consacré uniquement à la photographie. Et donc là, on a fait un travail en fait déjà sur l'envie de ces projets-là. Et puis, c'est lié aussi au prix photo qu'on a monté, nous, pour la relève, pour les moins de 30 ans en Suisse romande. Et ce prix photo nous permet d'avoir des projets totalement originaux de photojournalisme, justement. Et là, le MOOC est construit autour du prix, qui est gagné chaque année par des femmes. Ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que les femmes sont plus nombreuses au Conseil national ou ont gagné les élections fédérales. C'est vraiment chouette. Et sur les 3 derniers concours, les 3 premiers et les 3 derniers, c'est 3 fois des photographes qui ont gagné. Et pour nous, c'est une manière de raconter le monde et la vie autrement, avec une orientation vraiment spécifiquement suisse, parce que la photographie suisse est très vivante. Son seul souci, c'est qu'il n'y a pas d'espace, en fait, ou pas suffisamment d'espace d'exposition et de présentation. Alors ce numéro un peu particulier, numéro 28, fait près de 200 pages. À l'heure où on peut changer le monde en 280 caractères sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de la longueur ? Simplement parce que le monde, pour le raconter, il faut de la place, il faut de la longueur, il faut du temps. Et c'est pour ça qu'on a créé, nous, ce concept de slow journalisme, qui n'est pas très francophone en soi, mais qui dit bien ce que ça veut dire, un peu comme slow food, slow journalisme. L'idée, c'est de prendre le temps de raconter notre temps, en dehors de l'actualité, en dehors du temps, l'obligation de devoir couvrir telle ou telle actualité. Nous, on se concentre sur des sujets qui nous font plaisir, qu'on pense aussi d'être d'intérêt public, et aussi qui font sens aussi pour comprendre notre temps, quoi. Donc, et la photographie en fait partie, forcément, le dessin également. Donc là, la dimension de notre projet est celle-là. C'est-à-dire que, à la différence d'autres médias qui courent en fait après une actualité, on appelle ça l'infobésité, c'est très compliqué de suivre tout ça, parce qu'il faut beaucoup de moyens et on n'a pas forcément ces moyens-là. Nous, on a pris une décision il y a 5 ans de se dire stop, voilà, on prend le temps de faire ce qu'on fait. C'est très suisse d'ailleurs, hein, comme démarche. Mais ça vous réussit? Alors, oui, ça nous réussit. Oui et non. Enfin, ça, c'est un peu au lecteur de nous le dire. Mais oui, dans le sens qu'aujourd'hui, le projet qui s'est lancé il y a 5 ans, qui est une start-up, est rentable. On est dans les chiffres noirs, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et puis, ça reste très fragile. Chaque abonné est une victoire. Chaque MOOC vendu, chaque article vendu aussi sur notre site internet est une victoire également. Mais ça prouve que les gens aujourd'hui ont aussi besoin de cette espèce d'arrêt sur image. De reprendre le temps. Oui, aussi de prendre le temps aussi de réfléchir, de lire simplement et de se concentrer sur une image, quoi, de prendre le temps simplement d'ouvrir un livre, un MOOC, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on me raconte aujourd'hui? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations, on reçoit énormément d'images au quotidien, mais est-ce qu'on a le temps vraiment de les décrypter? Est-ce qu'on a le temps de les comprendre? Est-ce qu'on a le temps d'en tirer quelque chose simplement? Est-ce qu'on a le temps d'apprendre quelque chose grâce à ça? Et nous, on a toujours dit dans notre métier, dans le mot information, qui est important, qu'on vénère, hein, comme le mot vérité d'ailleurs, il y a le mot formation. Et qu'on part du principe qu'un lecteur, au début d'un sujet, sera plus intelligent à la fin du sujet. Et il y a une dimension aussi de formation là au milieu. Donc voilà, c'est une expérience totalement... on nous traite souvent d'ovnis, on nous a même traité de saumon un jour en disant qu'on était totalement en contre-courant. Moi, j'aime bien qu'on nous traite de cette manière-là, parce qu'effectivement, je pense qu'on est tellement en contre-courant qu'en fait, les gens y reviennent maintenant. Et c'est plutôt bon signe. Je suis plutôt optimiste sur l'état finalement du journalisme et l'état aussi des médias en tant que tel, parce que justement, il y a quelques points de résistance et on essaie d'en être un. C'est en tout cas un travail très réussi pour avoir pu le feuilleter un petit peu dans l'après-midi. J'ajoute que vous faites gagner à nos téléspectateurs 10 exemplaires de ce numéro 28. Rendez-vous sur notre page Instagram pour un tirage au sort. Vous restez avec moi puisque l'on passe à la revue de presse et je reste dans le thème de la photo puisque j'ai choisi de vous parler ce soir du festival photo animalière du 22 au 24 novembre à Cornier. Le festival revient pour une 11e édition qui réunit des photographes de renom, des conférences, des films, des diaporamas projetés sur des grands écrans et la possibilité également de rencontrer des auteurs. Des ateliers pour enfants seront également proposés. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la photographie animalière? Moi j'adore, parce que justement on est pour prendre une bonne photo d'animaux, il faut du temps, il faut être patient, il faut savoir s'effacer, il faut savoir mettre le sujet en avant, et c'est un vrai travail vraiment impressionnant la plupart du temps, quand c'est bien fait, hein. Après, nos photos d'iPhone, d'un singe à quelque part ou d'un éléphant dans un zoo, c'est pas la même chose. Là, quand on parle vraiment de photographes qui prennent le temps de photographier
les animaux dans leur cadre de vie, c'est vraiment des moments assez jouissifs. Donc non, moi je suis plutôt fan. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne continuation à Seth, le saumon qui va dans l'autre sens du coup de tout le monde. Contre-courant. Ok, merci. Merci beaucoup, je vous invite à regagner la régie. On passe à table maintenant, ou presque, avec les macarons d'Emira et d'Emir Sijarik. Alors hop, je vous enlève Seth qui fait place aux macarons. Merci. Superbe, ça me donne déjà envie, hein, effectivement. Vous êtes tous les deux les co-gérants de l'entreprise Macarons Mandelier. C'est une entreprise familiale. C'est comment de travailler en famille? Alors, c'est pas facile tous les jours, mais je pense que on a tous nos petites qualités et donc on se compense, on se complète. Donc c'est la maman qui est la pâtissière. Donc ma sœur, elle s'occupe Présente ici. Tout à fait. S'occupe surtout de toute la partie visuelle, communication. Et donc moi, je suis plus sur la partie commerciale. Donc je fais les marchés, les foires, les salons. Votre maître mot, c'est l'artisanat. Complètement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'artisanat? Fait avec amour. Fait avec amour. C'est la proximité, c'est la connaissance du produit, c'est l'échange, c'est beaucoup de valeurs finalement qui se retrouvent sur le local. On retrouve la famille aussi dans l'artisanat? Complètement. C'est vrai que du coup, alors l'artisanat chez nous, la base c'est la maman, parce que c'est la maman qui gère un petit peu toute la production. Et puis après, comme disait Emir, nous on est sur la vente et sur l'échange. Alors une bonne nouvelle pour tous les intolérants au gluten, ou du moins pour ceux qui font le choix de s'en passer, vos pâtisseries sont sans gluten. Oui, exactement. Alors pour le macaron, en soi, ce n'est pas une révolution, puisque la base, c'est l'amande. Donc c'est poudre d'amande, blanc d'œuf, sucre, et après les différents parfums. Nous, on fait uniquement du macaron, donc il n'y a pas de traces, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de contamination. C'est pour ça qu'on revendique le sans gluten. Ce qui va changer aussi un petit peu, c'est que nos macarons n'ont pas de ganache à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas de crème, pas de beurre, pas de laitage, donc le sans lactose également. C'est une contrainte supplémentaire pour vous de devoir les fabriquer de cette manière? Alors, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. C'est vraiment un parti pris. L'idée à la base, c'était de proposer quelque chose de traditionnel. Et le macaron traditionnel, finalement, est sans ganache. Donc, ça demande un peu d'organisation, c'est différent, mais ça nous permet aussi de nous démarquer, parce que dans la région, on a quand même des grands pâtissiers qui proposent des macarons de qualité. Et l'idée, c'était d'avoir un créneau un peu différent et de pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus original. Alors, quelle est la recette de base, on va dire, de vos macarons? Alors la recette de base, c'est de la poudre d'amande, du sucre et des blancs d'œufs. Et le parfum. Et donc les arômes naturels. Donc nous utilisons uniquement des arômes naturels. Donc par exemple pour le chocolat, c'est du cacao pur. Pour la noisette, c'est de la noisette. Enfin, on essaie d'être vraiment au plus proche d'ingrédients de base. On n'ajoute pas de colorant, pas de conservateur. C'est vraiment le macaron brut, nature. D'accord. D'où viennent d'ailleurs les principaux ingrédients de vos recettes? Est-ce qu'ils sont aussi à proximité dans le territoire? Alors pour ce qui est des blancs d'œufs, les blancs d'œufs viennent tous de France. Mais pour la poudre d'amande... On est obligé d'aller les chercher un peu plus loin. Voilà, tout à fait. 90% de la poudre d'amande au monde est produite aux États-Unis. Donc on se fournit aux États-Unis. Quel est votre macaron préféré? Ah là, sur ça, on ne va pas être d'accord. Moi, je reste très traditionnelle, c'est l'amande. L'amande, c'est vraiment le premier, c'est le macaron de base. Emir a son petit chouchou qui n'est pas le même. Mon petit préféré, c'est la pêche de vigne. Parce qu'il est vraiment très original, très parfumé, avec un petit thé noir. Ça va pas trop mal. Ça doit pas être trop mal, effectivement. Je vais aller me faire un thé tout de suite et goûter. On va ouvrir la boîte. Pêche de vigne, c'est ça. On va oublier l'émission quelques minutes. Dans les différents parfums que vous proposez, il y a notamment un macaron au génépi, oui, innové avec des parfums originaux. C'était nécessaire, important pour vous? Alors, nous, la base, on n'est pas forcément sur l'innovation. Nous, notre idée, c'était vraiment de repartir sur le traditionnel, sur le classique, avec, comme je vous disais, l'amande, le chocolat, la noisette. C'est un peu ce que recherchent aussi nos clients, c'est de rester classique et standard. Après, on fait du monoproduit. Donc, pareil, pour ne pas s'ennuyer, on est obligé de constamment recréer, de proposer des nouveaux parfums. Le génépi étant
incontournable dans la région. On s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas proposer un génépi, un macaron au génépi. Et après, on s'adapte aussi en fonction des saisons. L'été, on va faire un peu plus de fruits. L'hiver, là, on est sur de la châtaigne, sur de la noix, la noisette. Donc, on s'adapte à chaque fois. On essaye effectivement d'avoir toujours des nouveautés. À la Saint-Valentin, le rose ou la violette. Mais pareil, sans forcément partir dans des choses très extravagantes, parce qu'on revendique le simple, le classique et le traditionnel. Justement, il y a un véritable engouement aujourd'hui autour de cette pâtisserie, le macaron. On connaît les boutiques parisiennes ou encore les boutiques bordelaises qui les vendent parfois à des prix d'or. Est-ce que le macaron aujourd'hui est devenu inaccessible? Non, ça peut se justifier parce que c'est quand même un produit très sensible, très délicat à faire, que ce soit sur la production, ça se compte en secondes, et puis les matières premières sont quand même assez onéreuses. Donc le tarif peut être justifié. Après, c'est vrai qu'il y a quand même certaines grandes marques qui haussent un petit peu le tarif. Bon, il en faut pour toutes les Vous, dans bourses. quelle gamme de prix vous vous situez à peu près? Par exemple, pour ce coffret qu'on voit ici. Alors, c'est un coffret avec 22 macarons à l'intérieur et nous, on le propose à 19 €. Donc, je pense que c'est à peu près correct. Après... Ça, c'est à vous de le dire. je pourrais pas, par rapport à la concurrence, on est dans les tarifs, quoi. On essaie de le rendre abordable à tout le monde aussi. Donc, Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ces belles gourmandises? Alors, on a la boutique à Sevrier, où on produit tout là-bas et on est ouvert tous les jours à part le dimanche, de 9h à 19h. On est aussi présent sur les marchés, notamment sur Annecy, mardi, vendredi et dimanche toute l'année. Et puis après, on fait d'autres marchés, Chambéry, Chamonix, on va un peu partout. Et à partir de vendredi, on est présent sur le marché de Noël. Donc, on sera présent du vendredi jusqu'au 5 janvier. Et donc, vous proposez aussi ces coffrets Oui, cadeaux avec des petits coffrets. Spécial Noël. Exactement, avec des parfums un peu plus travaillés, un peu orientés Noël. Et puis, on vous propose aussi des macarons salés, notamment avec du foie gras, avec du saumon, et puis après des petits fromages, des choses comme ça. De quoi ravir nos papilles. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir sur le plateau et vous m'avez ouvert l'appétit du coup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse le rejoindre la régie. Hop. Oui, mais merci beaucoup. Merci. J'accueille maintenant un habitué, Vincent Poirier de BD Fugue Café à Annecy. Bonsoir Clémence. Bonsoir Vincent, comment vas-tu? Eh bien très bien, très bien. Il y a Noël dans un mois et les éditeurs ont décidé de nous sortir des choses merveilleuses toutes les semaines. Donc c'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours pour toi en ce moment. C'est bien. Alors tu nous as fait une petite sélection pour cette émission. J'ai 4 BD avec moi. Alors hop, je fais de la place. Décidément, cette table ce soir est bien remplie. Les voilà. Elles sont toutes très différentes. Oui. Des unes et des autres. Et on commence par Nous vivons chez nos chats d'Eloïsa Schiquilone. Schiquilone, pardon. On commence par cette BD. Et Nous vivons chez nos chats, c'est en fait une journée d'un couple qui existe pour de vrai, c'est autobiographique, qui nous raconte cette journée passée avec effectivement leur quotidien. Ils ont 5 chats et c'est dans ce quotidien-là qu'on va les découvrir et découvrir ce contexte qu'ils ont dans leur construction, j'ai envie de dire, familiale, une construction familiale particulière. On comprend assez vite dans le récit qu'Eloïsa espère avoir un enfant, elle ne peut pas avoir depuis une d'enfant. dizaine d'années, effectivement. Voilà. Et donc on est dans un contexte effectivement qui n'est pas si simple que ça. Et ces chats qui débordent d'amour, mais aussi débordent de besoins. De bêtises. Ah, oui. C'est pas si simple que ça. Enfin voilà, il y a une vie de famille, une vie qui est créée véritablement, ok, pas d'enfants, mais quand même quelque chose plein d'amour, des petits drames, des moments de bonheur très forts. Enfin, c'est une journée, mais c'est une journée d'une richesse étonnante. Et comme je te dis, ils existent pour de vrai, ces gens, les chats aussi, plus tous maintenant. Mais c'est ce qui traduit ici toute cette bonté, cette humanité qui ressort dans cette bande dessinée n'est pas faussée, elle est réelle, je les connais et c'est un bonheur de passer cette journée avec eux encore une fois. Et moi j'ai un vrai bonheur à pouvoir les présenter à tous les gens qui viennent parce que ils donnent le sourire, ils font du bien. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Elle est très belle. Moi ce que j'ai apprécié c'est que... à la différence des autres BD, il n'y a pas vraiment de cases. Oui, c'est pas une bande dessinée qui est standardisée avec ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire vraiment les cases. C'est très vivant,
Et c'est les couleurs qui nous font les Ouais. transitions aussi. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Bien. On passe à notre deuxième BD, Le Boisseleur, tome 1. Ça, c'est ma préférée. Bien. C'est vrai que déjà l'objet lui-même est magnifique. Le Boisseleur, c'est un tome 1, mais qui est déjà très 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 complet. C'est l'histoire d'Iliane. Iliane, c'est un jeune sculpteur. Il est stagiaire chez un grand sculpteur d'une ville. Ébéniste. Ébéniste, oui, oui. Ça a une ambiance très médiévale. On ne sait pas exactement où ça se trouve. C'est une ville d'ailleurs inventée, hein. On est dans un conte. Solidor. Solidor. Et dans cette ville-là, Iliane est donc le jeune apprenti peut-être beaucoup plus doué que son maître, sauf qu'il est sous le joug effectivement de cette situation-là. Solidor, c'est aussi une ville qui a une particularité. Chaque habitant a un oiseau le plus exotique, le plus original possible. Lui, il est fasciné, mais n'a pas les moyens d'avoir un oiseau. Un jour, il en sculpte un, et ça devient voilà, tout le monde en veut un. Et au passage, ça devient finalement la nouvelle, comme tu dis, ça fait fureur, la nouvelle lubie de tout le monde. Plus besoin d'avoir un vrai oiseau, le boiseleur. Donc notre ébéniste de l'oiseau devient effectivement le déclencheur d'un nouveau phénomène. C'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture justement. Après sur les phénomènes de société, sur les injustices, et puis aussi sur une forme de pureté, parce que ce jeune homme, lui, il n'est pas le déclencheur de tout ça. Il est presque la victime de son propre succès. Il devient une victime, effectivement. Et en même temps, c'est un récit qui reste lumineux tout du long. Enfin voilà, moi je trouve pour que les c'est une enfants lecture comme pour les adultes. plus adulte, je pense, mais accessible effectivement dès un jeune âge, hein, mais plus adulte parce que tous les ressorts, toute l'émotion qu'il y a dedans, je pense que plus on est grand, plus on sait l'apercevoir. Alors, troisième BD et non des moindres, UCC Dolores. La voilà. Et là, on est sur un événement. UCC Dolores, c'est la première bande dessinée en tant qu'auteur complet de Didier Tarquin. Auteur complet, ça veut dire scénario, dessin. Donc c'est souvent un partage, il y a un scénariste, il y a un dessinateur, c'est le cas pour le Boiseleur qu'on vient de voir. Didier Tarquin, en fait, c'est un auteur cultissime de la bande dessinée. Il est l'auteur de L'Enfeus, la saga qui compte avec même la partie jeunesse. À des milliers d'exemplaires. Millions d'exemplaires. Une trentaine d'albums, c'est un des plus grands phénomènes de l'histoire de la bande dessinée. C'est un des phares dans la nuit de l'heroic fantasy. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de mythique dans la bande dessinée. Et là, il prend son envol, on va dire tout seul, ou presque, puisque Lise, sa femme, est à la couleur. Et il nous raconte dans une trilogie dont le tome 2 est sorti aujourd'hui même, le destin de Monique, qui est une demoiselle qui va se découvrir l'héritière de l'UCC Dolores, qui est normalement un vaisseau de guerre. Et elle va découvrir petit à petit, elle qui est plutôt aussi assez pure dans ses intentions, toute une histoire familiale puisqu'elle était orpheline, et finalement aussi tout un destin qu'elle n'avait pas forcément anticipé. Le tome 1 présente très très bien la situation, démarre très très fort, c'est assez punchy. Le tome 2, on change de décor radicalement, vrai renouvellement, mais aussi continuité. Et voilà, c'est une histoire qui est... Enfin, moi, je l'ai lu avec une certaine fébrilité. C'est pas forcément en point de départ le genre que j'adore, et en même temps, quand c'est bien raconté, on se laisse prendre, et là, ça a vraiment été le cas. Alors la seule petite remarque, moi, que je vais faire sur cette BD que j'ai lue, c'est au niveau des dessins. Oui. Je trouve que les femmes, sur ce genre de BD, sont hyper sexualisées. On les retrouve avec des mensurations qui sont improbables, complètement. Elle est peut-être née comme ça, le monsieur est très musclé aussi. Le monsieur est très musclé aussi. Alors, je te l'accorde, tu as raison. Il y a une perte de réalisme aussi. Elle est très sexy, mais elle n'est pas bimbo concon. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la potiche pour faire avancer l'histoire avec un petit truc en plus. Il y a un côté naïf chez elle. Elle a 18 ans, elle est pulpeuse, effectivement, mais elle n'est pas dans des poses ou autres qui sont effectivement un petit peu gênantes. Mais c'est vrai qu'elle est... Dernière BD, très rapidement, Tibetatum. Oui, Tibetatum, très rapidement, c'est l'incontournable jeunesse, en tout cas en local, c'est sûr, on les adore. Tibetatum, Bannister, Grimaldi, les auteurs sont d'Annecy, on les aime beaucoup. Et l'histoire de Tibetatum, Tib, un jeune garçon, l'ère de la préhistoire, qui est ami avec un dinosaure, ce qui est normalement pas possible, on les retrouve là. Et c'est impossible de pas être heureux de cette nouveauté, parce que c'est un des plus gros succès de la bande dessinée jeunesse. Ils sont locaux, il y a un dessin animé sur TF1, il y a une dédicace bientôt aussi à la librairie. Ils seront là samedi de la semaine prochaine, le 30 novembre.
Et on retrouve aussi plein d'autres événements Et sur on le trouve plein site d'autres événements, internet de BDFUG. dont Didier Tarquin et Lise qui seront là samedi à Qui la seront librairie aussi présents. pour UCC Dolores. Merci beaucoup Merci à toi, Vincent Clémence. pour cette présentation de BD. Ce mercredi signe le début des 12e rencontres du cinéma slovaque en Europe et de l'Europe centrale, une manifestation portée par la mairie de Cran-Gevrier et Annecy. En ligne avec nous, Caroline Daragashi. Je prononce correctement votre nom de famille? C'est presque ça. C'est presque ça. Et Oui. quelle est la particularité de ces rencontres du cinéma slovaque et de l'Europe centrale? Écoutez, en fait, il y a quand même assez peu de manifestations qui traitent de cette cinématographie-là. Donc, c'est déjà une particularité en soi. Ensuite, on a une compétition, un panorama. Et dans cette compétition, il y a un certain nombre de films qui sont totalement inédits en France, d'autres qui sont passés dans quelques rares festivals. Donc, c'est déjà le gros intérêt aussi de venir découvrir et de participer à ces rencontres. On a un prix du public, un prix du jury cinéphile, un prix du jury lycéen, voilà, donc une vraie compétition. Et puis on a des soirées importantes à ne pas manquer, notamment la soirée d'inauguration ce vendredi avec à 20h30 Nina et son réalisateur. On a le plaisir de recevoir Juraj Lehocký, donc un réalisateur slovaque. Et puis la soirée suivante de samedi, ça sera My Unknown Soldier, qui est un documentaire tchèque. Et on reçoit également avec grand plaisir sa réalisatrice, Anna Krivenko. Eh bien, Vous voyez un beau programme en perspective. Merci beaucoup. On vous souhaite en tous les cas un très très bon festival. Merci. Merci à vous. À bientôt. Vous restez avec nous dans quelques minutes. C'est le JT présenté par Fanette Debuisson juste après une page de pub.